Tous. Donc nous allons vous parler d'OpenStreetMap. Est-ce que je peux avoir quelques mains levées pour ceux qui connaissent OpenStreetMap? Très bien. Donc bravo déjà à ceux qui sont familiers du Wikipédia de la cartographie. Autre main levée, qui a déjà créé un objet dans OpenStreetMap? S'il y a des mains levées? D'accord. Donc voilà. Alors, je me présente Jean-Louis Zimmermann, donc je suis développeur territorial, en fait chargé de territoire numérique et accessibilité au sein d'une communauté de communes en Vaucluse et en même temps vice-secrétaire d'OpenStreetMap France. Alain, je te laisse te présenter. Je suis donc Alain de Borgnol, président fondateur d'une association qui s'appelle Accessible Production, dont le but principal est de rapprocher le monde de la recherche et celui des personnes en situation de handicap. Voilà. Nous allons commencer en fait par un rêve. I have a dream. Alors la chanson, pour ceux qui connaissent Imagine de John Lennon, imaginez que tout le monde puisse partager le monde entier. C'est une posture de jeunes comme ceux qui sont au fond, qui rêvaient que les données géographiques ne soient pas propriétaires. Donc il s'appelle Steve Coast. Et il est parti d'un bout de serveur et il s'est mis à enregistrer les traces GPS les unes après les autres. C'était en 2004. Nous avons fêté les 10 ans et vous êtes aujourd'hui, donc bienvenue dans le Big Data. C'est en fait de la Big Data artisanale, c'est-à-dire que chaque donnée est validée au plus près du terrain. Alors, nous allons faire un petit abécédaire, comme ça vous aurez une présentation différente de celle que vous avez pu avoir auparavant. Je ne garantis pas que chaque lettre sera représentée, mais nous allons commencer par la lettre A comme accessibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans le modèle économique de tous les prestataires de la donnée géographique, l'accessibilité n'est pas une donnée qui a un intérêt, une appétence particulière. Donc j'ai mis en capture écran un démonstrateur avec un peu de data visualisation. Et la légende, c'est la mobilité accessible à tous les touristes. Oui, parce que la mobilité accessible à tous les touristes, c'est plusieurs aspects. C'est l'aspect physique, mais aussi l'aspect de l'information. B comme Big Data. Alors, si vous regardez bien la courbe de croissance, vous avez 3 couleurs. La première, nodes. Donc, ce sont les POI, les Point of Interest, les objets géographiques non surfaciques. Deuxième courbe, donc en vert, les way. Donc, OpenStreetMap est structuré en points, en lignes, et les polygones sont des lignes fermées. Et après, des relations. Donc, c'est la troisième partie que vous avez en bas, parce que c'est complexe. La relation, il faut imaginer que c'est un peu comme le Big Data, c'est la partie cachée de la donnée où on essaie de mettre en relation les choses. Donc c'est une base de données gigantesque au service de l'avenir touristique. Oui, parce que l'avenir touristique est conditionné par un volume, effectivement, mais aussi une qualité. C'est-à-dire comment on va structurer les différentes offres ou les différentes aides qui vont coproduire avec les acteurs de la donnée réutilisable, c'est-à-dire comment un touriste lui-même devient acteur. Juste à titre d'illustration, donc la capture écran que vous avez date du 21 septembre 2015. Donc nous avons des petits serveurs qui génèrent un état de la base et nous en sommes déjà à 3 milliards d'objets. Bon, en réalité, c'est bien plus que ça, mais c'est le cap qui a été atteint. La lettre C comme collaboratif. Le point de rupture pour cette qualité de coproduction citoyenne de la donnée au plus près du terrain, c'est en fait la capacité à avoir de l'intelligence embarquée, alors on va dire plutôt des applications évoluées, avec en même temps une capacité à affiner les informations grâce au capteur qui est absolument extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un point d'innovation sociale et technologique, de coproduction de données centrée utilisateur. Oui, alors on veut centrer utilisateur parce qu'on remarque que quand on a des témoignages de qualité, on peut produire de nouvelles applications, éventuellement produire de nouvelles informations et augmenter le volume de connaissances nouvelles en particulier.
La lettre D comme déplacement. Alors, chose très intéressante, aujourd'hui, lorsqu'on est amené à réfléchir un trajet, il faut imaginer que c'est toujours le casse-tête, parce qu'on se dit, bon, voyons voir, je suis sur la thématique du bus, je vais commencer à regarder la carte, par exemple, de Nice Métropole. Mais il va y avoir un petit problème, nous l'avons expérimenté ce matin, c'est où est-ce qu'on va trouver les places de stationnement les plus faciles en termes de cheminement, avec toutes les difficultés qui peuvent se gérer, etc. L'avantage d'OpenStreetMap, c'est qu'il faut imaginer qu'on est sur un tiers-lieu, un tiers de confiance presque, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ambition en termes de pouvoir. C'est vraiment une relation de confiance où chacun peut déposer ses données et elles sont enrichies. Ce que vous voyez là, on est sur l'agglomération de Marseille et c'est tout simplement tous les jeux de données liés au transport, donc tramway, bus, train, etc. Et on peut du coup faire du routing. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce point de rupture, nous l'avons atteint, puisque de plus en plus, la donnée est utilisée à grande échelle à travers le monde entier. Donc ce que ça donne, c'est la création d'une cohérence de la chaîne du déplacement pour tous. La chaîne du déplacement, pour vous expliquer rapidement, c'est par exemple descendre d'un train et rejoindre la sortie de la gare pour prendre un autobus. Si l'ensemble des moyens pour parvenir à l'arrêt de l'autobus ne sont pas cohérents, on se trouve dans une rupture de la chaîne du déplacement. Et ce qui nous intéresse, c'est de qualifier cette chaîne du déplacement par des témoignages, de manière à ce que ceux qui sont les plus fragilisés dans l'environnement puissent dire quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour qu'on fasse une amélioration des conditions d'accès et de réussite de l'itinéraire. Alors la lettre E comme ERP, vous avez une capture écran d'une application qui était un prototype pensé pour le mobilier urbain de Co à Paris, donc qui est normalement un mobilier qui avait vocation à être connecté. Et il y a une application qui a été interactive qui s'appelle je suis ici.com qui permet pour le touriste, selon son profil, de pouvoir dire voilà, j'arrive, mon centre d'intérêt, donc on revient à la notion de convergence d'intérêt, et de créer une carte affichant bien l'ensemble des thématiques qui peuvent l'intéresser. Bon, là j'ai mis la crèche puisqu'on est à Paris avec peut-être des intérêts quotidiens, mais dans le tourisme, il y a en fait toute la gamme de pictos violets, ce sont les monuments historiques. Alors il y en a toute une foultitude. Ce qui est génial, c'est que en fait, vous avez du big data avec du small data, mais du smart data, c'est Wikimedia avec la fondation qui produit beaucoup de données sur les monuments historiques et tout, et qui est connectée. Donc nous avons du coup des études de diagnostic des environnements recevant du public, indoor et outdoor, on le verra sur la microcartographie. Oui, nous parlons d'environnement et non pas d'établissement, puisque un bâtiment n'est jamais isolé, il est toujours intégré à un tissu urbain ou autre, ou rural. F comme fragile, la prise en compte des personnes fragiles dans l'élaboration d'un service public. Alors la capture écran est difficile à comprendre, mais en réalité il faut imaginer que c'est un service qui a été conçu par un Allemand qui permet de localiser à travers le monde l'ensemble des défibrillateurs. Donc il y a des personnes qui ont un trouble obsessionnel cartographique, c'est de rajouter les défibrillateurs de leur environnement le plus proche. Alors pourquoi on s'intéresse principalement aux personnes fragiles sans écarter les autres, par ailleurs? C'est que quand vous avez soin de quelqu'un, vous êtes attentif à ce qu'il vous dit et vous êtes attentif à l'accompagner comme il faut. Et c'est de cette observation que les études de diagnostic de l'environnement sont porteuses d'un réel progrès pour tous. Ça devient intéressant, nous sommes à la lettre G comme GPS. Alors on a parlé des startups qui ont été rachetées. Alors il faut savoir que OpenStreetMap aujourd'hui fait partie d'une stratégie émergente de l'intelligence citoyenne avec des entreprises qui ont une vraie stratégie de fond sur la production de données géographiques. Et Telenav a atteint ce point de rupture il y a à peu près 2 ans en décidant de racheter un produit qui était le produit d'une société allemande Skobler, GPS Navigation, GPS Nav, et qui aujourd'hui donne Scout Nav, qui est le GPS, on va dire, qui se met à jour, donc gratuit, et qui vous permet d'avoir des données les plus actuelles. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez votre itinéraire et il télécharge uniquement le tronçon en essayant
proximité d'ajuster les données. Donc s'il y a des rues qui sont fermées, etc., à la différence de Waze, vous avez beaucoup de données contextuelles qui sont beaucoup plus riches. Le guidage donc, et l'information des touristes, quelles que soient leurs contraintes, est aujourd'hui possible. Les contraintes de guidage, elles sont technologiquement difficiles, puisque quand on se trouve avec un GPS, on a des effets de canyon urbain. Donc tout le caractère d'innovation technologique va avoir une cohérence avec l'innovation sociale, c'est-à-dire prendre en compte différents sujets et les mettre dans des situations similaires pour comprendre quels sont leurs besoins et quelle aide on peut leur apporter. H comme handicap. On est sur une capture écran d'un projet qui s'appelle Wheelmap. Raoul Agoyo, un Allemand, qui est en fauteuil roulant, a pensé cette application qui est très simple. C'est 3 niveaux de qualification. Vous avez une capture écran de Nice. Tout ce qui est en gris, ce sont les points neutres, c'est-à-dire qui ont été non qualifiés, donc qui existent déjà dans la base. Après, ce qui est en rouge, vert ou orange, c'est en fait cette approche de micro-expertise progressive. Donc, vert, oui, on peut rentrer en fauteuil roulant, et si c'est par exemple un restaurant, le sanitaire est également utilisable. Orange, c'est partiellement accessible, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le lieu, mais voilà, tous les services ne sont pas remplis. Et rouge, bien sûr, c'est non utilisable. Voilà, il faut savoir que nous avons, grâce à cette application, 500 000 lieux qui sont qualifiés comme ça de manière assez simple, mais qui permettent de monter en gamme à grande échelle. Donc l'accueil du handicap dans l'univers touristique, respectant chacun des profils, est en mouvement. Oui, il n'y a pas de profil type. L'intérêt du tourisme, c'est qu'il réunit différentes cultures, différentes capacités intellectuelles, différentes capacités physiques. Et nous, ce qui nous intéresse pour rendre une vie agréable aux touristes, c'est de faire le meilleur accueil à leur caractère, je dirais. Et comme innovation. Alors, on a effectivement dit que Big Data n'est pas à corréler de manière immédiate à la question du crowdsourcing et notamment de la dimension des applications de type Facebook, etc. Mais il y a certains qui vont pousser l'usage dans ce sens. Alors, vous êtes ici sur une petite application. Alors, pour les jeunes, je vous invite à en découvrir la grande ingéniosité. Ça s'appelle Trip-O-Matic. En fait, c'est une application qui est basée sur l'ensemble des émergences sociales. Donc, pour les photos, ça peut être Flickr, donc il y a du big data photographique. Pour l'évaluation des lieux, ça peut être Foursquare. Après, vous avez effectivement Facebook, Google pour les photos, pour les lieux, etc. Et vous donnez un certain nombre de critères, donc de lieux de séjour, de dates, etc. Et il vous dit, voilà, puisque, alors là, je lui ai dit, j'arrive aujourd'hui, et je repars aujourd'hui. Il m'a dit, voilà, et il ne fait pas des points d'intérêt, il fait des cercles, des bulles cognitives, c'est-à-dire que les lieux, on les reconnaît par des images, et en disant, voilà, ce qui peut correspondre à ce que tu peux visiter lors de ton court séjour à Nice. Voilà, donc on est en fait dans un laboratoire d'innovation sociale et technologique, de collecte et de médiation, et j'ai envie de dire de convergence. Oui, tout à fait. Les décisions d'aménagement de l'espace touristique sont multiples et probablement coûteuses et supposent qu'il y ait de l'innovation sociale et technologique. Et c'est surtout sur le caractère de médiation qu'on pense pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée à la base de données OpenStreetMap. C'est-à-dire qu'on pourra mettre en présence des usagers et des experts. On peut mettre, par exemple, un expert du transport en commun avec un usager d'un autobus, etc. J comme jeu, en anglais on mettrait G comme gamification, c'est-à-dire que la production de la donnée peut être fun. Et ça fait partie des règles d'or d'OpenStreetMap, il y en a 2. On ne copie pas la carte, donc s'il y a des cartes quelque part, il faut vérifier sur le terrain. Et la deuxième, ce jeu donc s'appelle Code Game, encore en allemand. On nous donne une mission. Tiens, va regarder, puisque tu es là, quel est le nom de la rue? J'y vais, je relève le nom de la rue, et il me dit, tiens, tu as gagné 10 coins, tu as un petit score. Donc, on est alors là dans une illustration qui est que la collecte ludique de données géographiques permet de nous mettre dans une posture d'un vocabulaire spécifique qu'on a nommé la cartopartie, c'est-à-dire le côté fun d'être en groupe et de produire de la donnée géographique.
Ce qui est intéressant dans l'idée de jeu, c'est de créer une appropriation de la conduite d'un projet sur un territoire donné. On peut travailler sur des poches urbaines. Par exemple, la proximité de Notre-Dame est très intéressante parce qu'elle rend compte non seulement du bâtiment, bien évidemment, de son histoire, mais aussi de tout ce qui fait son cadre, de la scène. Il peut y avoir ce qui est en face de Notre-Dame, et les commerces, les services, etc. Bon, ça c'est capillotracté, c'est pas grave. K comme Kyriel. En fait, c'était juste pour dire que OpenStreetMap n'a pas de standard de production graphique. Il y a des centaines de rendus. Le Monde a basculé dans son édition numérique sur OpenStreetMap. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'une carte absolument francophone sur la totalité du monde. C'est faisable. Et la fondation Wikimedia a des serveurs qui travaillent pour qu'on ait des cartes dans chacun des articles de Wikipédia qui soient monolangues. Donc on a une base de données et de multiples déclinaisons. Je passe du coup sur la lettre L comme langue. Un modèle de multilingue qui soit vocal, tactile ou gestuel et universel. En illustration pour Alain, je montre en fait une carte en relief issue de données OpenStreetMap pour les malvoyants. Oui, ce qui est pertinent à notre sens, c'est qu'on ne s'exprime pas tous de la même manière, et puis selon le type de handicap que l'on a, on n'aura pas le même témoignage. En ce qui me concerne, je suis malvoyant, donc je ne vais pas dire les mêmes choses qu'une personne qui voit très bien. Une personne qui est sourde, elle va s'exprimer avec la langue française, par exemple. Donc il y a plusieurs modes de témoignage et dont il faut absolument rendre une légitimité, c'est-à-dire rendre tout un chacun légitime dans la collecte, dans le travail de collecte des environnements parcourus. Alors ça, c'est la partie qui me plaît le plus. Microcartographie. M. Alors, je ne sais pas si tout le monde arrive à voir l'illustration que j'avais ici. Il faut imaginer que vous avez, en fait, on a fêté il y a maintenant 2 ans l'anniversaire du jardinier Le Nôtre. Donc, ces magnifiques jardins, qu'on dit à la française, qui sont des bijoux métriques de géométrie complexe, etc. Alors, je me suis dit, allez chiche, je vais chercher un lieu, en fait, c'est Tours, le jardin de Villandry, pour faire un petit peu de bourrinage cartographique, et j'ai pris contact avec la chargée de communication. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien un schéma pour affiner la description de ce site. Ah bon, quel est votre intérêt? Ben voilà, j'ai gagné en finesse et tout. Elle m'envoie tout ce qu'elle a, et notamment un plan de géomètre, donc hyper précis. Alors je commence à dessiner tout ça. 1 an plus tard, je regarde, histoire de voir les changements, il y a quelqu'un qui est repassé derrière et qui l'a affiné, c'est ce que vous voyez là. La microcartographie dans OpenStreetMap aujourd'hui permet d'atteindre de la précision submétrique qui est largement suffisante pour faire des plans qu'on a plaisir à parcourir, aussi bien numérique bien sûr que papier. Donc ça nous permet d'avoir le souci du détail pour de belles cartes et une meilleure connaissance de la richesse touristique locale. Tu veux compléter, Alain, ou je réfléchis parce que... Sinon je passe. Oui. Alors, N comme norme. Alors, la capture écran que vous avez, c'est en fait la page Wiki. Donc, OpenStreetMap a un environnement de production du savoir dans lequel nous documentons tout ce qui correspond aux méthodes, aux interrogations, projets, etc. Et là, en fait, c'est tout simplement une illustration sur le State of the Map, les SOTM, qui avait lieu à Taïwan. Mais il faut savoir que si vous regardez le petit schéma qui est en bas des calendriers, il y a des événements qui ont lieu dans plein de pays à travers le monde. Et donc, nous essayons de créer les conditions pour produire du savoir géographique organisé et duplicable à travers le continent. Ontologie. Alors, ce mot est très particulier, qui a son petit cousin qu'on appelle aussi la taxonomie. En fait, on est sur... alors, si vous regardez en haut à gauche, ça s'appelle Tag Info. Pour ceux qui aiment bien le classement des photos, hein, le système de tag, on associe une sémantique des clés de raccrochage à la désignation du réel. Alors OpenStreetMap fonctionne sur un système de clés-valeurs. Ceci est par exemple un bâtiment public. Ce bâtiment public a tant de niveaux. Voilà, et au fur et à mesure, on peut mettre une variété de mots. Et ces mots permettent de créer un standard pour s'accorder
à décrire de la même manière. Alors c'est en anglais, environnement international oblige, et surtout Steve Coast, parce que c'est l'originaire. Donc ça nous donne en fait un thésaurus de vocabulaire intuitif pour permettre la contribution du plus grand nombre. Il y a toujours une possibilité d'interpréter à tort quelque chose qui a été dit. Donc ce qu'il faut, c'est véritablement faciliter la compréhension pour que le modèle devienne le plus possible universel. Ça, c'est quand même assez magique. L'anonymisation. Alors en fait, c'est une posture qui est très particulière. Dans OpenStreetMap, nous ne sommes pas anonymes. Nous avons des pseudos, donc on crée un compte, et du coup, on a des noms différents. Alors ici, par exemple, à Nice sévit un Gaston, qui était ma fierté, puisque lorsqu'on a fait notre premier plan de ville, donc en Nord-Vaucluse, Martin Bourdoiseau, c'est un jeune informaticien, est venu me voir, il m'a dit tiens, comment je peux t'aider, etc. Et bénévolement, il a accepté de m'aider pour affiner toutes les circulations douces et tout. Là, vous avez une capture écran, tout simplement, du suivi des contributions de la communauté marseillaise. Donc, il y a des urbanistes à la retraite, etc. Et ils passent leur temps à chercher quelles sont les données incomplètes et vérifier sur le terrain, etc. Donc, on peut tracer la naissance, l'évolution et la disparition d'un objet dans la base de données. C'est magique. Alain ? Oui, je fais un peu de provocation. J'enseigne aux aveugles à faire des photos. Il faut savoir que les aveugles, ils touchent, et mieux que ça, parfois ils se heurtent. Et bizarrement, si on leur donne le moyen de témoigner d'un obstacle réel et dangereux, ils peuvent tout à fait le photographier, parce qu'ils sont tapés dessus. Donc tout ce qui est à portée de main constitue pour eux des objets obstacles ou des objets de compréhension. Moi, je parle que de ce handicap. Après, on pourrait élargir à d'autres handicaps. Mais le fait de pouvoir contribuer à des témoignages qui sont spécifiques au profil de la personne, on peut penser à une personne étrangère qui se bute complètement à la compréhension tout simplement d'une typographie. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette notion de progressivité, on a un autre mot qui revient souvent, c'est l'itérativité. C'est-à-dire qu'on accepte quelque chose de partiel parce que quelqu'un reviendra dessus, faire du témoignage et permettre ce big data open, c'est-à-dire où on a un tiers-lieu de confiance. La lettre Q comme qualité. Alors, il faut savoir que les champions de l'analyse de données, ils prennent leur pied dans OpenStreetMap. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut générer un certain nombre de robots qui font des remontées d'anomalies. Et alors, ce que vous voyez en capture écran, c'est un petit bijou français qui est imbuvable, mais intéressant à découvrir. Lorsque je dis imbuvable, c'est pas très ergonomique, etc., mais par contre très puissant. Ce sont des routines d'incohérence. Alors, d'incohérence métier, d'incohérence de géométrie, etc., et il a été lancé en fait par Frédéric Rodrigo, qui est un informaticien basé à Bordeaux, qui a été sollicité par des fondations et qui le duplique maintenant à l'échelle mondiale et aussi pour des opérations humanitaires parce qu'il faut produire la donnée de qualité. Et aujourd'hui, donc, l'astuce qu'on a trouvée, c'est qu'on délivre, c'est plus du big data, c'est du digest data, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des quantités supportables pour le contributeur pour qu'il ne soit pas découragé de savoir qu'il a 1 million de données à digérer derrière encore qui l'attendent. Donc, un ensemble d'outils pour documenter la donnée et surtout détecter les anomalies. Bon. R comme réseau. Vous avez la photo de l'amphithéâtre du Conseil régional d'Île-de-France qui a fait l'objet d'un accueil bienveillant. Donc, c'était en 2014 pour State of the Map France. Donc, l'association OpenStreetMap France a été créée en 2011 pour permettre aux grands acteurs, et je vous remercie du coup de l'accueil d'aujourd'hui, d'avoir des acteurs, disons une visibilité plus officielle. Et à cette occasion, nous avons pu mobiliser donc, des grands témoins à travers la France et de pouvoir faire l'état de l'art sur ce crowdsourcing évolué. Donc il y a une stratégie horizontale de mise en relation des experts dans tout type de métier. Oui, l'enrichissement des bases de données, elle est conjointe avec les experts et les usagers. C'est ça l'idée, non ? Exactement. Alors, S comme sécurité, vous avez en fait une photo panoramique de la gare d'Avignon
En fait, je suis en train de travailler sur la documentation indoor des gares. Et l'illustration, c'était avec comme légende un niveau de maturité suffisant pour garantir la sécurité du voyageur. En fait, c'est la question de la méthode. Comment on fait pour, après, générer du service? Tu veux poursuivre, hein? Oui, la sécurité est une donnée qui doit être surveillée comme le lait sur le feu. Quand on se déplace, même une personne valide, on peut avoir des étourderies, on peut avoir beaucoup de raisons d'être dans l'embarras. Et gérer la sécurité, ça fait partie des items de la collecte de données, de son tri, au vu des médiations. Et c'est exactement ce qui va se produire à la SNCF. Alors, Google a mis en place Google SketchUp, qui n'est plus maintenant sur Google, a été retiré de la gamme de projets qu'ils avaient. OpenStreetMap a maintenant des déclinaisons de représentation 3D des données numériques. Il faut savoir que, bon, là, c'est sur Orange. On a plusieurs sites classés au patrimoine mondial. Un théâtre antique qui est... Alors, avant, il y avait celui de Syrie qui, je crains, malheureusement, n'est plus vraiment d'une très grande intégrité. Mais c'est un contributeur qui s'est amusé à reconstituer en totalité le théâtre antique. Et c'est l'application qui permet de modéliser ça, s'appelle F4Map. Le tourisme adapté, une utopie ou bien une nécessité d'accueil sans discrimination. Ça, c'était l'élément d'illustration que tu voulais, Alain. C'est la grande question, puisque l'avenir touristique dépend de sa quantité, mais aussi de sa multiplicité de profils et de centres d'intérêt. Ce qui est peut-être dans l'avenir, j'essaye de projeter un petit peu, on pourrait tout à fait imaginer que les gens se déclarent dans des centres d'intérêt précis. Il y en a un qui aime le sport, l'autre qui aime la culture, l'autre qui aime, etc. Et on peut se concentrer sur un accueil très favorable à tout type de profil. Et c'est de cette manière qu'on va enrichir les données, précisément. C'est-à-dire qu'on va concentrer, comme dans la micro-cartographie, on va concentrer son attention sur le détail. U comme universel. Alors là, vous avez une capture écran, il me semble qu'elle date de 2014, sur la densité des objets géographiques, des éditions d'OpenStreetMap. On voit que, pour l'instant, les pays... L'hémisphère nord sont bien plus denses sur la luminosité de ces éditions. Alors, il faut savoir que les Allemands sont champions hors catégorie, c'est-à-dire en édition quotidienne, ça fait à peu près 300 personnes temps plein, c'est-à-dire c'est un travail qui est extraordinaire. Ils ont tellement de données en Allemagne, pour vous donner une idée, dans OpenStreetMap, qu'ils ont fait des comparaisons avec les GPS professionnels et ils sont surqualifiés à hauteur de 30%. C'est-à-dire que maintenant, ils peuvent utiliser les données d'OpenStreetMap comme des données expertes. En France, on a atteint notre label de noblesse avec le partenariat IGN, La Poste, et donc dans le cadre de l'adressage. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une émergence qui est en train de se faire à l'échelle mondiale, et notamment sur le principe de l'autonomie de la connaissance géographique sur les pays en Afrique, puisqu'en général, la connaissance du territoire est souvent une prérogative, on va dire, de sécurité pour les gouvernements qui refusent de libérer ces informations. Donc là, il y a une montée en puissance des universités entières qui produisent des bataillons d'étudiants. Donc c'est des milliers d'étudiants qui se forment à OpenStreetMap. Donc on va être débordé dans les 5 ans qui vont venir et surpris de voir les nouveaux standards de production géographique. Donc un modèle technologique partagé avec tous les contributeurs dans le monde. Oui, ce qui est intéressant, est-ce que ce ne serait pas justement que tous ces contributeurs mettent en commun des expériences et commencent à donner des formes, des profils à leur manière d'explorer les environnements et de qualifier les objets? Exactement. C'est en fait ce qu'on est en train de découvrir sur le fait qu'on a chacun des originalités et il faut qu'on accepte de croiser ces visions. Alors, un petit clin d'œil sur, cette fois-ci, une émergence française. Alors, c'est une posture à double détente. La première, c'était donc le réseau transilien. Donc, il faut imaginer la SNCF à l'échelle de l'Île-de-France, donc avec tous les RER, etc., qui a fait un choix. C'est de produire de la donnée géographique sur le transport en commun ferroviaire en open data, mais non seulement ça, mais dans OpenStreetMap. C'est-à-dire qu'ils acceptent que leurs données soient modifiées.
modifié, dégradé, mais surtout enrichi. C'était le choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, ils sont en train de travailler du coup sur de la microcartographie, chaque objet documenté. Et il y a le laboratoire au niveau national de la SNCF qui est en train de mettre en place un modèle de duplication et de documentation de toutes les gares de France, pareil de OpenStreetMap. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire d'imaginer qu'on a une émergence de production citoyenne avec grande entreprise dans un pot commun avec une posture technologique qui est assez inédite. Donc de cette manière, on permet un service interactif pour de bonnes conditions de voyage, quel que soit l'usager. Les réponses seront à venir sur notamment la qualité de guidage selon les contraintes de chacun. Alain. Oui, c'est à partir des usages qu'il y a confirmation de la pertinence, c'est ça? C'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est les usages renvoient de la qualité à la base de données, c'est ça? Oui, et aussi des itinéraires personnalisés, l'identification des services, s'il en manque, oui. etc. Oui, c'est une bonne plateforme d'études aussi. Exactement, et la production de standards. W comme wagon, une expertise pour mieux traiter les ruptures de la chaîne de déplacement. En capture écran, j'ai mis un fauteuil roulant, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que les personnes, des fois, ne sont pas définitivement sur le fauteuil. Ça peut être une personne âgée qui a du mal à se déambuler, et à la fin, une fois qu'elle est arrivée dans le wagon, quelqu'un l'accompagnera pour s'asseoir à son siège. Donc il y a une capacité aussi d'analyse qui est un peu différente de notre façon de voir les choses. La population est vieillissante, on ne peut pas dire qu'elle va être entièrement handicapée, mais le vieillissement est une des données touristiques. Donc créer les bonnes conditions d'accès et de la mobilité accessible surtout, c'est vraiment la clé d'un succès touristique. Alors, je sais bien que le mot expérience ne commence pas par un X, mais c'était le clin d'œil parce qu'on dit UX en anglais, User Experience. C'est alors la photo, c'est purement humoristique, mais pas tant que ça. En fait, il faut savoir que nous avons aujourd'hui un certain nombre de solutions sur de la production de données à partir de photos. Ça, c'est très intéressant. Alors, on a Flickr, on est dans le big data photographique, c'est 1 milliard d'objets, fait maintenant du computer vision, de reconnaissance d'objets, du tag automatique des photos, en mode bêta pour l'instant. Mais on a une autre société dont j'ai mis la capture écran en haut à gauche. C'est une start-up suédoise, s'appelle Mapillary, qui fait du computer vision, de la reconstitution 3D de l'environnement, avec reconnaissance de panneaux routiers, OCR, objets géographiques et tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est que le projet Google Street View est en passe d'être débordé par un projet qui va devenir un projet crowdsourcé d'évolution temporelle avec reconstitution de l'environnement en 3D pur, c'est-à-dire des nuages de points, ça va être extraordinaire. Donc regardez mapillary.com, c'est un projet d'appui sur la logique de photodocumentation. Donc ça permet la prise en compte du retour d'expérience. L'expérience, c'est je suis là, je constate, par exemple sur le tourisme, des séquences paysagères, des magnifiques architectures. Les photos sont versées dans Mapillary, mises à disposition libre de droit, et du coup peuvent documenter le projet, par exemple, Wikimedia, donc pour enrichir la base de données. Oui, formidable. Dans un voyage, il y a toujours le avant le déplacement, le pendant le déplacement et l'après le déplacement. C'est toujours structuré comme ça. Vous avez toujours préparé votre voyage, quand il est un petit peu complexe, pas le voyage de tous les jours, et vous avez une expérience pendant, et vous avez un témoignage, une expérience à livrer après. Et c'est de cela dont on parle. C'est quel est le retour d'expérience de tout un chacun dans un pays, dans un monument, etc., qui va enrichir la connaissance sur les usages d'un bâtiment, d'un site, voire même d'un jardin, d'un site naturel. Y et Z. Yes. Alors, désolé, c'est pas en français. J'ai pas trouvé de. L'idée, c'est de dire qu'en fait, nous avons alors une fondation américaine, la Knight Foundation. Donc, elle a levé un demi-million de dollars pour essayer d'améliorer l'interface d'édition. Ça a donné ce que vous voyez là, ID Editor, qui est international. Donc, les polyglottes dans plein de langues, même des langues exotiques, qui n'a pas de pertinence en modèle économique, mais où il y a des personnes qui ont accepté de faire les traductions. Et l'idée, c'est qu'on a un système de formulaire. On n'est pas obligé d'être cartographe, spécialiste en production de données et tout.
Et après, il y a des petits tutoriels. Donc l'objectif, en fait, c'est d'avoir une validation objective, c'est-à-dire on voit sur le terrain, on peut avoir sur la tablette, simplifié de la pertinence des objets de la visite touristique. Donc vous avez... alors j'ai pas mis la capture écran, j'ai un office de tourisme à Gigondas, en Vaucluse, qui m'appelle, qui me dit j'aimerais imprimer des cartes d'OpenStreetMap. Je dis voilà, il y a telle adresse, il est autonome, et c'est parti. Parfait, bravo. Zen. C'était facile, mais ce qu'il faut imaginer, c'est qu'enfin, on a un environnement où il n'y a pas le problème de la rupture technologique. Ce qui me gêne lorsqu'on parle du big data, c'est que d'accord pour le big, mais par contre, acceptons aussi que ceux qui ne sont pas dans le big puissent aussi y aller. En l'occurrence, dans OpenStreetMap, nous avons deux approches. Les enfants n'ont pas besoin d'être des smart ou data scientists, des experts de la donnée. Ils peuvent prendre une impression papier, éditer, on numérise leurs documents, et ce sont les adultes qui saisiront éventuellement les objets pour eux. Après, ceux qui sont plus technophiles, on passe dans l'autre catégorie, et il y a les cartoparties ou cartosaisies, c'est-à-dire plusieurs générations coexistent, et on fait de la levée de données. Donc, on facilite la contribution et les réutilisations avec les smartphones. Là, en l'occurrence, on peut le faire aussi dans le tourisme et le handicap. Oui, précisément, on va ouvrir une culture de qu'est-ce qu'être touriste. Est-ce que c'est être touriste passif ou est-ce que c'est un touriste qui cherche à amplifier ce qu'il a acquis et ce qu'il va pouvoir permettre de donner. De donner. Ah oui, de donner. Merci à vous. À titre de clin d'œil, la photo que vous voyez à droite, c'est aux Nations Unies à New York. C'était la dernière rencontre de State of the Map OpenStreetMap. Vous voyez que le nombre d'intervenants est assez colossal. Et vous avez la courbe de croissance du nombre de comptes ouverts dans OpenStreetMap. On atteint les 2 millions de contributeurs actifs. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, on est à l'échelle de la grosse PME, c'est-à-dire 20 000 contributeurs par mois, temps plein. C'est-à-dire, essayez de calculer, ça fait pas mal. S'il y a des questions, voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup.